Yo! Fait que cette semaine, j'ai décidé de faire de quoi d'un petit peu différent. Ben, un petit peu. Je fais en fait le contraire complet de tout ce que ma description de chaîne est. Mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors, je vais me partir en espèce de hors-série. Je vais pas vous présenter une capsule d'analyse sur un roman que vous allez lire au secondaire, mais plutôt un roman que je suis certaine qu'ils vous feront jamais lire. Qui ça, y? Vos profs, le ministère de l'Éducation, même dans vos bibliothèques scolaires, je suis pas mal sûre que vous trouverez pas les livres dans lesquels je vais vous parler. Vous irez voir, je suis quand même très intéressée à savoir. Bref, j'aimerais ça vous partager des lectures que vous pourriez manquer parce qu'il y a des gens dans votre parcours qui vont vous avoir dit que vous n'êtes pas rendu là dans vos vies ou que c'est des romans auxquels vous n'allez pas nécessairement relate ou que c'est pas des sujets qui pourraient vous intéresser. Dans mes mots, toute de la bullshit. Alors que je considère, moi, personnellement, que ces romans-là ont un immense impact et pourraient vous faire grandir si vous les lisez maintenant à l'adolescence, vous les lisez plus tard, rendu adulte et même encore plus tard après. Je crois qu'il y a une bonne évolution à faire et c'est des romans que je considère important à lire à un certain stade de nos vies et pourquoi pas commencer le plus tôt possible. J'espère piquer assez votre curiosité avec ce type d'hors-série-là pour que vous puissiez vous-même aller chercher les livres et essayer de découvrir peut-être un nouveau genre, un nouvel auteur ou un thème complètement différent de ce que vous êtes habitué de lire. Et on va commencer cette vidéo tout de suite avec le roman d'aujourd'hui qui sera « Comment devenir un monstre » de Jean Barbe. Fait que c'est qui ça, Jean Barbe? C'est d'abord un journaliste, puis un chroniqueur, puis un scénariste, un écrivain. Bref, il y a ben du range. Jean Barbe est entre autres éditeur chez les éditions Le Méac. Son premier roman a été publié en 1991. Il a publié un petit peu plus tard un essai biographique sur la vie de Dédé Fortin qui est sorti en 2001. Comment devenir un monstre est sorti en 2004 et son œuvre la plus récente, Discours de réception de prix Nobel, est sorti en 2018. C'est probablement un des plus grands auteurs qu'on a au Québec en ce moment, qu'on a eu au Québec, et ses écrits sont toujours aussi poignants qu'ils l'étaient au début des années 90, comme aujourd'hui en 2020. Comment devenir un monstre est sorti en 2004, et encore aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus tard, je trouve que c'est un roman qui est extrêmement pertinent. Pour vous faire un petit résumé du roman, sans spoil, je vous le jure. On suit François Chevalier, qui est tout nouvellement avocat sans frontières, et qui quitte vers un pays étranger pour aller défendre le cas du monstre. On lui révèle très peu sur son client puis sur ce qu'il s'en va faire là-bas. Quand même la mission d'un avocat sans frontières de défendre le client, ça c'est clair, mais c'est plus ou moins clair ce qu'il fait vraiment là parce que le monstre n'a pas demandé à avoir un avocat sans frontières et il parle pas. Il n'a aucune connexion. Il est dans un mutisme total et il ne répond pas aux questions des gens. Alors François va essayer d'en apprendre autrement, un petit peu plus sur son client, d'essayer de développer une défense, mais de rien parce qu'il est payé pour faire ça. Alors, il va aller visiter sa famille, il va essayer de rentrer en contact avec les différentes personnes avec qui il a travaillé au cours de sa vie. Mais dans la vie propre de l'avocat, c'est pas top-notch. Il est en grosse crise existentielle avec un bon fardeau d'alcoolisme et je crois qu'il avait besoin de fuir ses responsabilités parce qu'il a laissé derrière lui sa femme et ses 2 enfants en bas âge au moment où il leur avait pas dit qu'il s'était inscrit à Avocats sans frontières. Qui est parti un petit peu sur une note weird, puis ben sa femme est pas trop contente. Ça s'améliore bien évidemment pas avec la distance. Et on a aussi une autre dimension où ça va être le monstre qui va faire délivrer un espèce de monologue sur tout ce qui s'est passé depuis son enfance, dans le fond, et ce qui l'a mené à prendre les armes et de l'amener futurement en prison. On joue un petit peu sur les 2 pôles des personnages, donc on voyage d'une histoire à l'autre, on est dans le moment présent, puis on est dans le passé. C'est très fluide tout ça, puis l'histoire est très complète. C'est une des lectures les plus incroyables que j'ai lues dans les dernières années. Étrangement, c'était la première fois que je lisais un roman sans lire la 4e de couverture. Et je suis définitivement pas déçue. Je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, puis ça m'a permis de plonger vraiment dès le premier chapitre, qui est d'ailleurs une des meilleures introductions de romans que j'ai lues dans ma vie. J'ai commencé à lire dès les premières pages, je savais directement que ça allait être un de mes livres fétiches à recommander à tous les gens que je connais. Ça fait longtemps que je sais que c'est considéré comme un des must de la littérature québécoise. Je connaissais un peu la réputation du livre, la réputation de l'auteur, mais j'étais pas allée chercher plus loin dans mes lectures. C'est définitivement le type de roman que j'aimerais relire à travers ma vie pour voir si mes opinions vont changer. Mais comme je partais avec 0 contenu sur l'histoire, j'ai pris le temps d'analyser un petit peu le titre. Alors, si vous regardez comme il faut sur ma copie ou la copie que vous pouvez avoir à la maison, Comment devenir un monstre, il n'y a pas de ponctuation dans le titre. Pourtant, on commence le titre avec un marqueur de questionnement, donc comment? C'est quand même quelque chose de particulier, alors il faut se poser la question,
comment devenir un monstre? Est-ce qu'il nous pose la question au lecteur? Est-ce qu'il affirme qu'il va répondre à cette question-là? Est-ce que c'est une affirmation? C'est dur à savoir et on va le découvrir pas mal seulement après la lecture du roman, un petit peu la signification de ce titre-là. Parce qu'après le résumé que j'ai fait, vous avez compris qu'on est dans la monstruosité. On va analyser, dans le fond, la personne qui est l'homme avec un grand H, à travers les guerres, à travers les peines, à travers la souffrance, comment l'homme grandit de ça et comment on peut devenir des monstres très facilement, surtout dans le monde militaire. Alors après votre lecture, vous me direz ce que vous en pensez du roman. Est-ce qu'il devrait avoir une continuation? Moi, je considère pas. Je pense que de le laisser ouvert comme ça laisse libre à interprétation. Puis c'est un peu ce que le roman nous offre aussi, d'être libre à l'interprétation, de voir ce qui est, selon nous, la monstruosité, ce qui l'est pas. Ça offre une très grande ouverture, puis j'admire l'utilisation de ce titre-là. Vous savez déjà à quel point j'adore les titres qui sont intelligents. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai brièvement mentionné tantôt. Une des choses incroyables qui m'a marquée pendant ma lecture, c'est que je me suis rendu compte que ce roman-là était intemporel. Ça veut dire que le roman, il peut se passer à travers n'importe quelle de nos guerres modernes, puis ce serait toujours aussi accurate. On pourrait se trouver n'importe où sur la Terre. Le monstre pourrait être originaire de n'importe quel pays. Alors, c'est un livre qui peut passer à travers le temps et peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, dans notre historique, dans nos conflits internationaux, on va toujours avoir quelque chose sur lequel se raccrocher et des repères pour les associer avec notre situation présente. Je ne sais pas si c'était l'intention de l'auteur, mais c'est franchement du génie. On ne nomme jamais dans quel pays se trouve l'avocat et le monstre. Puis dès le premier chapitre, j'ai dû me poser la question parce que c'était pas exactement écrit. C'était pas écrit de quel genre était le personnage principal. J'ai pas porté attention à ça en tout cas. Alors je me suis dit que ça pourrait être quelqu'un de n'importe quel genre et que ça pourrait être un militaire de n'importe quelle armée, même l'armée canadienne. Puis ça m'a mindfuck. Fait que le but, dans le fond, du vidéo, c'est vraiment de vous montrer que je crois que ce roman-là est pertinent à lire dans votre vie. Et le plus tôt, c'est le mieux. Parce que c'est vraiment une lecture qui m'a marquée. Puis je crois que ça peut vous marquer, vous aussi, à votre manière, vous forcer à vous poser des questions sur la société moderne dans laquelle on vit, puis comment on évolue à travers les conflits internationaux, par exemple, ou les événements marquants de notre histoire qui semblent se répéter et se répéter. Mais il y a quand même des petits trucs particuliers à l'intérieur du roman qui fait que je pense qu'ils ne vous feront pas lire ça à 15, 16, 17 ans. Tout d'abord, les personnages principaux sont pas du tout dans votre groupe d'âge. C'est des adultes en quarantaine, peut-être même plus pour le monstre, on sait pas trop, qui ont déjà vécu des vies, qui ont vécu toutes sortes d'histoires, puis on suit la crise existentielle de François, puis personnellement, en tant que jeune femme de 22 ans, ça m'intéressait pas vraiment. Pas que ça m'intéressait pas, mais je pouvais pas relate à ça. Je pouvais pas me sentir proche du personnage. Puis même, des fois, ça me donnait l'impression qu'il était froid, qu'il était distant. Un bonhomme alcoolique, pas ses émotions, qui manque pas vraiment beaucoup d'affection. Puis à côté, le monstre, ça le dit dans son descriptif de personnage, c'est un monstre. Alors, est-ce que tu as vraiment le goût d'en apprendre plus sur lui? Est-ce que tu as le goût de l'humaniser? Au début, c'est difficile parce qu'on se dit souvent, cette personne est considérée comme un monstre, c'est quelqu'un qui a fait des crimes absolument horribles. Comment je peux me sentir près de ce personnage-là? Comment je peux sympathiser avec lui? Puis ça, c'est tough. Fait que je pense que ça peut rendre certains profs un peu plus réticents à mettre Comment devenir un monstre au programme parce que vous n'avez pas de repères sur le quoi vous accrochez au niveau des personnages. C'est pas une réalité à laquelle vous êtes plus familière, puis ça veut pas dire que ça vous intéresse pas, mais moi, personnellement, j'ai eu de la misère parfois à accrocher lorsqu'on était dans des moments où qui nous parlaient de la vie personnelle de François parce que j'avais pas d'attache. Mais en parallèle, l'évolution de l'histoire, puis la recherche de tout ce qui est du passé, du monstre, tout ça était tellement intéressante que ça me dérangeait pas qu'il y ait des séquences où je me sentais moins impliquée à l'intérieur du roman, où je me sentais un petit peu moins comme, entre guillemets, le public cible. Mais à un moment donné, j'ai réussi, après une couple de chapitres, à mettre les différents âges de côté puis les expériences de vie différentes de côté, puis se focaliser sur les mêmes questionnements qu'on avait tous les deux, François et moi, sur le personnage du monstre et sur ce qui est à l'origine, entre guillemets, de sa monstruosité. Et on aborde ce thème-là bien en profondeur. Bon, tu lis le titre, tu comprends quand même pas pire. Mais je me souviens pas vraiment d'un roman, en tout cas pas dans mon parcours au secondaire, où on présentait un roman qui parlait de la guerre, mais sous le point de vue des adultes. La majorité des romans qu'on présentait au secondaire, de ce que je me souviens, quand ça parlait de la guerre, il y avait au moins un des personnages principaux qui était un enfant. Ou un adolescent, ou du moins quelqu'un qui était un petit peu plus dans ma tranche d'âge et qui avait peut-être plus d'expérience similaire à la mienne
niveau historique de vie, mettons. Je pense que ça doit être très rare, les romans où on vous met un personnage principal beaucoup plus vieux, avec beaucoup plus de bagages, parce que c'est pas du tout la même réalité. Puis je suis consciente de ça, même si je vous dis que ce livre-là doit être lu à plusieurs moments dans sa vie, peu importe le groupe d'âge. Mais si je peux vous partager un petit peu de sagesse, je crois que de le voir d'un point de vue différent complètement d'une autre niveau expérience de vie, ça peut apporter une dimension encore plus grande sur l'aspect philosophique qu'a le roman. Une fois que tu mets de côté tous les petits problèmes d'adultes qui peuvent être plus ou moins inintéressants dans le roman, concrètement, ce que le roman nous partage, c'est magnifique. Et c'est des questions qu'on doit se poser, puis qu'on doit se poser quand même rapidement dans sa vie, parce que la guerre, c'est autour de nous, ça fait partie de la vie. Les conflits internationaux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Je crois que c'est important de comparer les différents points de vue et de comparer la vision qu'un enfant a de la guerre et la vision qu'un adulte a de la guerre avec son plus gros bagage. Ce roman-là m'a surtout appris que c'est les hommes qui créent les monstres. Comme on s'en invente sur notre lit puis dans notre garde-robe dès qu'on est des enfants, c'est par la propre faute de l'humanité que des humains deviennent des monstres ou en font transformer d'autres. On n'est pas ou monstre ou humain. C'est deux choses qui vivent en dedans de nous. Et c'est la vie puis nos étapes, nos expériences qui vont nous faire pencher d'un côté ou vont nous faire pencher de l'autre. On peut être monstrueux avec certaines personnes puis être des anges avec d'autres, mais c'est pas parce qu'on est des anges une fois de temps en temps que ça va cacher la partie où on est un petit peu un devil. Ma lecture m'a aussi poussé à me poser des questions sur tout ce qui est la culture du pouvoir dans la possession des armes à feu. Puis comment certaines personnes se sentent extrêmement supérieures parce qu'ils en possèdent un ou parce qu'ils ont l'autorisation d'en utiliser un. Si tu mets deux personnes une à côté de l'autre qui sont parfaitement identiques, mais tu donnes un gun à une des deux personnes, automatiquement, cette personne-là va être considérée comme la plus puissante. On va comparer les deux, puis on va la trouver beaucoup plus imposante, beaucoup plus présente. Parce qu'on est conscient que la personne avec le gun, elle est responsable de notre vie ou de notre mort. Elle a la possibilité, à n'importe quel instant, de le sortir puis de mettre fin à notre vie. Puis dans une société en guerre, c'est difficile de ne pas se sentir constamment en danger. Et de là vient aussi l'urgence de se trouver un gun aussi pour pouvoir se défendre s'il y en a quelqu'un d'autre avec un autre. Puis je me demande si un jour on va être capable de sortir de ça. De cette culture du gun, là, de la signification que ça peut représenter, du pouvoir que ça peut représenter. Je pense pas vivre pour voir ce jour-là. Mais c'est quoi la vie si c'est pas rêver un peu? Fait que c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. Je voulais essayer de faire quelque chose de différent, de vous partager un roman que j'ai beaucoup aimé, puis vous montrer comment diversifier ses lectures peut être tout aussi bonifiant que de lire les grands classiques ou la hitlist. Je vous préviens dès maintenant que la semaine prochaine sera ma dernière vidéo avant le temps des fêtes. Because I need some sleep. On sera de retour dès le 11 janvier 2021 pour de nouvelles capsules analytiques. Mais lundi prochain, je vais focusser mon vidéo sur ce qui s'en vient sur ma chaîne, donc les projets que je veux développer, les romans que je veux lire pendant le temps des fêtes, que je vais lire prochainement début 2021 aussi, et comment j'enligne mes prochains projets pour faire grandir la chaîne, pour faire grandir le public auquel je m'adresse, toujours dans l'optique de vous aider dans vos examens, de vous aider dans votre passion pour la lecture, puis de converser avec vous autres, juste d'avoir du fun, de parler, de comparer nos points de vue. C'est quelque chose que j'adore faire, puis j'aimerais ça qu'on en jase toujours en commentaire. Alors, je vous souhaite un gros merde pour tous ceux qui sont en fin d'étape, en fin de session, qui ont des gros examens qui s'en viennent. Et on se dit à lundi prochain.